Le 13 février 2017, à l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie, un homme entre calmement dans le terminal. Il semble pressé. Il porte un manteau gris, marche d'un pas rapide. Personne ne fait attention à lui, et pourtant, c'est un homme très important. Son nom? Kim Jong-nam, le demi-frère aîné du dirigeant de Corée du Nord, Kim Jong-un. Mais ce que personne ne sait encore, c'est que ce voyage sera son dernier. Moins d'une heure plus tard, il tombe au sol. Il appelle à l'aide, se tient le visage, hurle de douleur. Il supplie les agents de sécurité de l'aider, mais il est déjà trop tard. Quelques instants plus tard, il meurt, assassiné. La cause? Un poison extrêmement puissant, le VX, une substance classifiée comme arme chimique, interdite par la Convention sur les armes chimiques. Une goutte suffit pour arrêter le système nerveux et provoquer la mort en quelques minutes. Et devinez qui a été accusé de cet acte? Deux jeunes femmes. Rien à voir avec des espions professionnels ou des tueuses expérimentées. Deux inconnus venus d'Indonésie et du Vietnam. L'une s'appelle Siti Aisyah. Elle a 25 ans. Elle vient d'un village modeste en Indonésie. Elle a connu des difficultés financières toute sa vie. Elle rêvait de sortir de sa condition, de voyager, de connaître autre chose que la routine quotidienne. L'autre, Doan Thi Huong, 28 ans, est vietnamienne. Elle aussi rêve de gloire. Elle aspire à devenir actrice, modèle, quelqu'un de connu. Elle poste souvent des photos sur les réseaux sociaux. Elle croit en son étoile. Personne n'aurait imaginé que ces deux jeunes femmes, si ordinaires, allaient se retrouver impliquées dans un assassinat politique d'une telle envergure. Et pourtant, c'est bien elles qu'on accuse d'avoir tué Kim Jong-nam. Les caméras de surveillance montrent clairement les faits. Elles approchent Kim Jong-nam, chacune à leur tour, et lui recouvrent brusquement le visage, comme pour un jeu innocent, comme un canular. Mais derrière ce geste anodin se cache une manipulation diabolique. Ce qu'elles ont touché, c'était du VX. Mais ici, tout devient trouble, parce que selon leurs avocats, selon leurs déclarations, selon les preuves accumulées, elles pensaient participer à une émission de télé-réalité. Un genre de candide caméra amusante où l'on surprend des passagers dans des situations drôles. On leur aurait dit « Tu joues un tour à quelqu'un, tu rigoles et tu es payé ». Siti gagnait 100 $ par jour. Doan touchait 1000 $ par mois. Une somme colossale pour elle. Et pendant plusieurs semaines avant le 13 février, on les voit partout. À l'aéroport de Kuala Lumpur, mais aussi à Hanoï en Vietnam. Des vidéos filmées en secret montrent qu'elles avaient déjà répété ce geste. Toucher quelqu'un par derrière. Couvrir ses yeux, sourire, filmer. Elles étaient convaincues que tout cela faisait partie d'un programme télévisé, c'est ce qu'elles disent. Et beaucoup de détails semblent les soutenir. Elles publiaient régulièrement sur les réseaux sociaux, elles n'ont jamais caché leurs activités. Si elles avaient su qu'il s'agissait d'un vrai meurtre, auraient-ils pris autant de risques? Auraient-ils parlé autant, souri autant, posté autant? Derrière elles, pourtant, se tenaient des hommes dangereux, des hommes venus de Corée du Nord, des diplomates, des agents secrets infiltrés sous couvert de producteurs de télévision. Ils leur ont menti, ils les ont manipulées, ils leur ont fait croire qu'elles étaient des comédiennes, alors qu'en réalité, elles étaient des pions. Kim Jong-nam n'était pas n'importe qui. Il était le frère aîné de Kim Jong-un, l'héritier légitime du pouvoir coréen. Mais il avait commis une erreur impardonnable, critiquer le régime, dire qu'il ne voulait pas de cette dictature héréditaire. Même vivre en exil en Chine ne l'a pas protégé. En 2001, il avait tenté d'entrer illégalement au Japon avec un faux passeport, juste pour visiter Disneyland. Ce simple geste a marqué une rupture profonde avec son père, Kim Jong-il. Depuis, il a perdu toute position officielle. Il a voyagé, il a parlé, il a même donné des interviews publiques. Il affirmait que la Corée du Nord devrait changer, que son frère ne représentait pas l'avenir du pays. Pour Kim Jong-un, c'était une menace. Pas militaire, ni diplomatique, politique, symbolique. Tant que Kim Jong-nam serait vivant, il représenterait une alternative possible, un héritier naturel. Et dans un régime comme celui-ci, une alternative doit disparaître. L'assassinat devait donc avoir lieu, mais comment tuer un homme en plein aéroport devant des dizaines de caméras sans attirer immédiatement les soupçons? La réponse était aussi ingénieuse que cruelle. Utiliser des innocents. Le plan était parfait, utiliser deux jeunes femmes naïves, persuadées de jouer la comédie, leur faire croire à un jeu, à une blague inoffensive, et quand viendrait le moment fatidique, leur mettre du VX dans les mains.
Le produit est si toxique qu'une simple exposition cutanée peut tuer en quelques minutes, mais elles ont eu la chance de le laver rapidement. Ce jour-là, tout s'est déroulé exactement comme prévu. Kim Jong-nam arrive à l'aéroport, il prévoit de prendre un vol pour Macao, il est seul, sans protection rapprochée. Les deux jeunes femmes sont déjà en place, elles attendent. L'une après l'autre, elles passent à l'action. La première s'approche discrètement, pose ses mains sur ses yeux. Il se retourne, surpris, puis quelques secondes plus tard, la deuxième répète le même geste. Il ne comprend pas, il sent quelque chose, une sensation brûlante. Il commence à paniquer. Il court vers les agents de sécurité, se plaint d'un produit sur le visage, il hurle qu'on l'a empoisonné. Il est conduit à une clinique médicale située dans le terminal, mais les secours sont impuissants. Le poison agit trop vite. En moins d'1 heure, Kim Jong-nam meurt. Quelques jours plus tard, les autorités malaisiennes font une découverte stupéfiante. Parmi les suspects, 4 hommes portant des identités nord-coréennes disparaissent mystérieusement. Ils quittent le pays quelques heures seulement après l'attaque. Personne ne les reverra. Pendant ce temps, Siti Aisha et Doan Thi Huang sont arrêtés, interrogés, incarcérés. Elles pleurent, elles hurlent, elles affirment qu'elles ont été trompées, manipulées, qu'elles ignoraient totalement qui était Kim Jong-nam. Mais les preuves contre elles sont accablantes. Les images de surveillance sont claires. Elles l'ont touché, elles ont lavé leurs mains juste après. Elles portaient le VX sur leurs paumes. Mais leurs avocats trouvent des failles dans l'accusation. Pourquoi laveraient-ils leurs mains si elles ignoraient la dangerosité de la substance? Peut-être parce qu'on leur avait dit que c'était de l'huile de bébé? Peut-être parce qu'elles voulaient simplement éviter de salir leurs vêtements? De nombreuses questions restent sans réponse. Comment ces deux jeunes femmes, sans aucun lien avec la Corée du Nord, ont-elles été sélectionnées? Qui les a contactées? Qui les a formées? Et surtout, pourquoi avoir choisi ce node opératoire? La justice malaisienne lance un procès long et éprouvant. Pendant 2 ans, les deux accusées restent en détention. Elles subissent des interrogatoires, des audiences, des confrontations. Leurs familles, leurs amis, leurs proches vivent l'enfer. En mars 2019, une décision inattendue change tout. L'accusation retire toutes les charges contre Siti Aisha grâce à une forte pression diplomatique exercée par l'Indonésie. Elle est libérée mais traumatisée. Elle quitte la Malaisie, retourne chez elle, retrouve ses proches. Doan Thi Huang, elle, reste en prison. Finalement, elle plaide coupable à une accusation mineure, mise en danger intentionnel avec une substance dangereuse. Elle reçoit une peine de 3 ans de prison, mais comme elle a déjà purgé presque toute la durée, elle est libérée peu de temps après. Elle rentre chez elle, au Vietnam, entourée de journalistes. Elle a atteint une certaine notoriété, mais pas celle qu'elle espérait. Elle n'est pas devenue actrice, elle est devenue une survivante, une victime. Quant à la Corée du Nord, elle nie toute implication. Officiellement, Pyongyang affirme que ce meurtre n'a rien à voir avec eux, mais personne ne croit vraiment à cette version. Dans les années qui suivent, les relations diplomatiques entre la Malaisie et la Corée du Nord se détériorent. Les deux pays expulsent mutuellement leurs ambassadeurs, le gouvernement malaisien ferme même son ambassade en Corée du Nord. Mais pour les familles des deux jeunes femmes, rien ne sera plus jamais comme avant. Siti et Doan ont survécu, mais elles porteront toujours les cicatrices de ce cauchemar. Parfois nous croyons vivre une blague, parfois on pense jouer un rôle, mais parfois on devient une arme. Et quand on découvre trop tard la vérité, il est trop tard.